eu ce manque des papas parce que la figure paternelle, surtout quand tu es en Calabre, quand tu vas à l'école, quand tu es un peu bizuté, on dit comme ça à l'école, Ouais. ça manque un peu de force à la maison qui te disent non, il faut que tu fasses ça comme ça, comme ça. Chose que ma mère était plutôt dans la douceur. Et du coup, je n'ai un peu souffert jusqu'à 12-13 ans, voilà. C'était... Est-ce que du coup, vous avez quand même pu voir votre père tout au long de votre enfance ou la séparation a été nette? Non, je le voyais une fois par an, à Noël ou à l'été. Les événements de C'est famille. ça. Vous êtes fils de restaurateur. Oui. Qui est restaurateur du coup? Les parents de mon père, c'était un peu l'indibab du village des Calabres. Ils produisaient de l'huile d'olive, du vin. Ils avaient un bar, un magasin de fruits et légumes et aussi un restaurant qui s'appelait Mille Luci, 1000 Lumières, qui a ouvert en 1968. Et mon père était chef dans ce restaurant-là, c'est lui qui l'a géré. Et après, jusqu'à quand la famille a un peu explosé et lui, il est parti dans le nord d'Italie travailler dans une école hôtelière. Donc, il a vraiment quitté la Calabre, les foyers familiales pour lancer sa nouvelle vie, entre guillemets. Est-ce que quelque part, en vous écoutant, ce choix de carrière, quelque part, c'est un rapprochement avec votre papa? Écoutez, oui et non, parce que quand j'étais petit, je voulais faire plein d'autres métiers. Je voulais être électricien, barman. À un moment, j'ai même voulu être pape. je voulais être vêtu en blanc et parler aux gens sur un balcon, peu importe, mais j'adorais en tout cas transmettre, parler, voilà, tout ça. Mais j'ai fait beaucoup de concours dans la mixologie. J'adorais le bar, la communication, la sociabilité avec les gens. Et la cuisine est venue après parce que comme je voulais voir mon père, je suis allé travailler, faire mes études auprès de lui. Donc, j'ai laissé ma maman. Donc, ça aussi, c'était un déchirement parce que quand tu es très proche de la maman et qu'il t'a fait des bons plats à manger et tu te retrouves chez ton père où il t'a fait rien à manger, c'est toi qui dois cuisiner pour toi-même, c'était un peu plus compliqué, mais j'avais besoin, en fait, de cette éducation un peu militaire, de cette rigueur que je n'avais pas avec ma maman. Donc du coup, il y a un petit rapprochement quand même. Si, je me suis rapproché, même pour comprendre les pourquoi, les comment. J'ai toujours été curieux de savoir pour quelles raisons on prend des choix comme ça. Et à chaque fois, on m'a toujours dit, on t'expliquera quand tu seras plus grand. Mais c'est la phrase que j'ai jamais aimée. Moi, j'ai toujours voulu tout savoir tout de suite pour me faire ma propre idée. Et du coup, tous mes amis allaient jouer au foot avec leur papa. Et moi, j'allais travailler avec les miens parce que c'était la seule façon de pouvoir le voir. Et c'est là où j'ai pris goût à la cuisine. Je me rappelle encore aujourd'hui, mon papa m'apprend à faire ma première recette, c'était des tomates confites. Et là, il me prend des tomates cerises, il me dit de les couper en 4, de les mettre dans une grande plaque gastronome, donc une grande plaque qui va dans un four à 100 degrés. Et il me dit de les assaisonner avec du sucre glace, du sel, du romarin, de l'origan, de mélanger tout ça avec les mains et de les enfourner pendant 1 heure. Et là, je vois ces produits transformés, cette odeur, cette fragrance, ces tomates qui sont devenues tellement sucrées et bonnes, on a dit des bonbons. Et c'est là où je tombe vraiment amoureux de la cuisine. Waouh! C'était un petit peu ce que j'allais vous demander. Comment vous allez découvrir finalement cette carrière? On voit bien que ça arrive à ce moment-là. Vous avez quel âge à peu près? J'avais 13 ans. Vous aviez 13 ans. Vous dites souvent que la cuisine, c'est avant tout une histoire de transmission. C'est ça. On l'entend bien du coup. Quel plat familial continue de vous émouvoir aujourd'hui? Je dirais les gnocchis des pommes de terre. Moi, j'adore les gnocchis des pommes de terre. J'adore aussi les pâtes au four, les pâtes sèches. J'adore les linguines sauce tomate, tout simple. Sauce tomate confite avec une petite stracciatella dessus et quelquefois des basilics. J'aime bien les choses simples. Et alors, parfois, j'ai du mal à les faire dans les restaurants parce que je me dis, si je présente ça aux clients, ils me disent, je peux le faire aussi moi à la maison, Oui. tu vois. Et pour autant, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce que j'adore manger. Et voilà, donc c'est pour ça que parfois j'en présente pas, sur demande je le fais. Bien évidemment, si tu viens et demain tu me dis fais-moi tes linguines et la tomate, je te les ferai avec grand plaisir. Mais non, je m'efforce au restaurant de vous présenter une cuisine un peu plus travaillée et élaborée. Mais vous êtes partisan de plus c'est simple, plus c'est bon. C'est complètement, mais plus c'est difficile aussi à faire, attention, parce que quand c'est simple, il faut que la sauce tomate soit impeccable, que la cuisson des pâtes soit al dente, et en fait il ne faut pas déroger sur aucune chose. Est-ce que vous avez un petit tuyau sur les pâtes, par exemple, justement, la cuisson des pâtes ou la qualité des pâtes, ces petits tuyaux qu'on a tous envie d'avoir sur ces produits qu'on mange tous au quotidien à la maison? Déjà, par exemple, comme conseil, je vous conseille vraiment d'acheter des pastas de Gragnano. Alors, on ne va pas économiser sur les pâtes. Un bon paquet de pâtes d'1 kilo, il faut 5, 6, 7 euros à l'achat. Donc, c'est pas donné, mais il faut se dire aussi qu'avec 1 kilo de pâtes, on fait à manger pour 10 personnes. Donc, c'est ça l'avantage. Et ensuite, il y a une petite règle à respecter. C'est la règle 1-10-100. Pour 1 litre d'eau, on cuit 100 grammes de pâtes avec 10 grammes de sel. Et avec ça, les gars, vous vous trompez jamais. C'est réussite à coup sûr.
Waouh. Et ces pâtes-là dont vous nous parlez, on les trouve où? C'est quoi exactement ce que vous avez gras? Alors, sur les grandes surfaces, vous pouvez trouver plein de marques. L'origine de la pâte doit être Gragnano. C'est une ville qui est pas loin de Naples. Alors, pourquoi vous me dites Gragnano, cette ville? Alors, parce que c'était vraiment la première, dans les années 30-40, à sécher les pâtes à l'air ouverte. Déjà, la qualité de l'eau là-bas n'était pas polluée. La zone géographique est tellement parfaite parce qu'on a des vents qui viennent de la Méditerranée qui vont sécher tout doucement nos pâtes. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Certes, aujourd'hui, peut-être vous allez trouver des chambres contrôlées. Si vous achetez des marques des pâtes, des grandes surfaces trop économiques qui vont sécher trop rapidement, donc c'est pas bon. Il faut aller chercher des marques, je peux les prononcer ou pas? Allez-y. S'il y en a 3, ça va aller. 3, ça va aller. Cetaro, Martelli, Rummo et Garofalo. Voilà, pour moi, c'est les meilleurs qu'il y a. Rummo, ça nous parle évidemment. Voilà, Denis Imbroisi, de vos 13 à vos 21 ans, vous allez faire une formation en cuisine en Italie. Vous y apprenez bien sûr la tradition culinaire italienne. On est en train de l'entendre avec vous. Juste une petite précision pour ceux qui nous écoutent. Le thon, le saumon sur la pizza, ça n'existe pas. Alors, pour les puristes, ça n'existe pas. On est bien d'accord. Et le trop de fromage, ça tue. Exactement, complètement. Et après, il faut toujours de la mozzarella di bufala. On ne dit pas mozzarella, on dit la mozzarella, ragazzi. On ne dit pas pizza, on dit la pizza. Vous allez décider de venir en France, Denis Imbroisi, avec quel état d'esprit? Un esprit de conquête des restaurants de la capitale, par amour du pays, dites-nous. En fait, à chaque fois que j'allais faire un stage quelque part en Italie, à 14 ans, 15 ans, 16 ans, j'avais la chance d'avoir un papa qui était cuisinier, donc il m'ouvrait les portes des plus grands restaurants étoilés du nord d'Italie, là où je me suis formé. Et tous les grands chefs étoilés d'Italie, ils sont tous passés par l'étape obligatoire de la France. Tout le monde avait travaillé pour le Joël Bouchon, Alain Ducasse, etc., etc. Et donc, dans ma tête, je m'étais dit, si tu veux devenir aussi bon qu'eux, il faut que tu pars aussi en France pour te former. Vous devenez alors sous-chef dans des restaurants, établissements prestigieux tels que The Kitchen Gallery et aussi le Jules Verne, le restaurant étoilé d'Alain Ducasse, situé au 2e étage de la Tour Eiffel, un restaurant incroyable. Très peu de gens ont l'opportunité de pouvoir y aller. C'est une expérience formidable, j'imagine, et c'était ce que vous attendiez de la France? Même encore, quand j'ai atterri en France, j'ai atterri au Mirazur à Menton, chez Mauro Colagreco. Mauro Colagreco qui signe la préface de votre dernier ouvrage. Tout à fait, c'est lui qui m'a appris le français et l'espagnol. Donc j'ai appris ça en cuisine. Donc encore aujourd'hui, je ne sais pas trop bien l'écrire. Ma femme m'a beaucoup aidé pour mon langage et la phonique et les accents et adoucir un petit peu la R, parce qu'avant je disais les fours, la cuillère. Vous voyez, donc j'ai dû adoucir un peu tout ça pour me faire mieux comprendre. Mais Mauro, il m'a ouvert vraiment l'esprit sur les goûts, sur la passion de la France, de cette cuisine incroyable. Et c'est grâce à lui que j'ai intégré les équipes d'Alain Ducasse. Donc Wow. c'est lui qui m'a envoyé là-bas. Mais 3 années auprès des Mauro, déjà entre les voyages, j'avais jamais pris l'avion à 21 ans. Et Mauro me fait faire un tour du monde avec lui. Je pars Singapour, Shanghai, Tokyo, Rio de Janeiro, Los Angeles. On part faire des dîners partout. Et j'ai pris l'avion, j'avais toujours peur de l'avion parce que un petit gamin des Calabres qui prend le train pour aller au nord d'Italie, j'avais jamais vu ça et c'était vraiment très chaud. Et pour autant, voilà, il m'a poussé jusqu'à l'excellence, jusqu'à arriver chez Alain Ducasse, qui m'a intégré dans ses équipes du Place Athénée et du Jules Verne, où je suis resté 5 ans. Et en fait, c'est là où je me suis fait un peu mon carnet d'adresses. Chez Alain Ducasse, on apprend en fait la gestion de l'humain, la gestion des fournisseurs, les clients, savoir qui est à table, comment les recevoir, comment est composé un menu, c'est quoi les goûts classiques, comment faire une bernaise, une hollandaise, une sauce viande. Donc ça, c'est Alain Ducasse. Mauro, c'est plutôt l'instinct, la passion, les choix du produit, la Spécialiste sensibilité. du citron. Complètement, oui. Ouais. Tous les agrumes des Mentons. On avait un jardin, un potager. Je me rappelle, tous les matins, on allait à 6 heures faire la cueillette. On avait une quarantaine de variétés de carottes, une trentaine de variétés de tomates différentes en pleine saison. C'était juste surprenant et incroyable. À vous entendre parler, on voyage, on a ce soleil dont vous parliez tout à l'heure qui vous définit très bien, Denis Imbroisi. Est-ce que le produit fait tout? Oui, je dirais qu'il y a 50% les produits fait la moitié du chemin et après tu as 25% des techniques et 25% des sensibilités. Sensibilité. Oui, la sensibilité, c'est tout. Il faut sentir. Moi, je dis toujours à mes équipes, quand vous faites vos pastas, votre risotto, il faut toujours parler avec. C'est-à-dire que c'est quelque chose de vivant. Vous devez sentir, voir
comprendre s'il y a besoin de plus d'eau de cuisson, un peu plus de matières grasses, un peu plus d'huile d'olive, un peu plus d'herbe hachée dedans. Il faut goûter. Surtout ça, en fait, on oublie aujourd'hui de goûter. Même nous, à la maison, hein, quand vous faites à manger pour vos enfants, pour vous-même, goûter ce que vous faites. On oublie ça, en fait. Si on goûte, nos sens, parce qu'on est des êtres humains, nous tous, en fait, dans notre cerveau, déjà, on a une banque de données qui nous est donnée par l'héritage de nos parents et surtout par l'éducation qu'on nous a donnée en mangeant tous les dimanches, tous les vendredis, un Shabbat, par exemple. Et ça entraîne votre palais, ça entraîne votre mémoire. Et même vous ne le savez pas, mais vous êtes capable d'assaisonner. Denis Ambroisi, on va vous découvrir à la télévision pour la première fois. Vous avez 25 ans, vous vous faites connaître donc grâce à votre participation à l'émission Top Chef sur M6. Vous faites partie de l'équipe de Thierry Marx. Comment vous arrivez dans ce programme ? Ça c'est à l'époque c'était des chasseurs de têtes qui passaient prendre des talents, et moi à l'époque j'étais chez Zeki Chengale, chez William Ledoy, un très grand monsieur exceptionnel, d'une rationalité, d'une cuisine incroyable avec les rhizome, l'Asie et la cuisine française. Et du coup j'ai travaillé chez lui, et un chasseur de têtes me propose d'intégrer les équipes. J'ai fait un concours dans une école hôtelière pour passer les premières étapes, et après il y a un concours aussi psychologique pour voir si tu peux supporter en fait le stress de l'émission et surtout la suite si tu es éliminé. Et c'est là, par jeu, par envie aussi, j'y participe, je suis intégré à l'époque. Et c'était incroyable. Ça m'a fait gagner vraiment 10 ans, mais pas des 10 ans de cuisine, 10 ans d'expérience, 10 ans même des langages. À l'époque, j'étais sous-titré à la télé. Vous voyez un peu le chemin parcouru. C'était il y a un petit moment maintenant, plus de 10 ans, 13 ans pour être très exact. Ça ne me rajeunit pas, ça, attention. Et non, mais vous restez quand même très très jeune. 3 ans plus tard, vous allez ouvrir votre premier restaurant, Ida. C'est ça. C'était en 2015, ouverture dans le 15e arrondissement de Paris. La carbonara, bon, pas très cachère pour nos auditeurs, mais on le dit quand même largement plébiscité grâce à une recette qui n'appartient qu'à vous. D'ailleurs, élue meilleure de Paris par le Figaro, parce que pas de crème sur la carbonara. C'est un peu plus cachère déjà. Ce restaurant vient de réouvrir. Il avait été fermé pendant quelques mois. 3 mois de fermeture, on a réouvert hier. On a fait évoluer. Et donc Ida, c'est le prénom de ma sœur qui m'a toujours porté bonheur dans ma carrière, dans ma famille. Et du coup, je voulais vraiment le donner un peu plus de noblesse à ce restaurant, parce que je l'ai ouvert avec mes propres moyens de l'époque. Et c'est là où on raconte l'histoire des racines, des origines. Et là, on voit vraiment ces troncs d'arbres au milieu de la salle qui est effectif. Hein. C'est les murs portants en fait, de l'immeuble qu'on a transformé en arbre avec un feuillage peint au plafond et les racines au fond du bar qui sont ancrées dans le décor du bois du menuisier. Julien, d'ailleurs, les menuisiers qui était exceptionnel. Et c'est là où je vous livre une cuisine un peu plus élaborée, plus moderne, plus gastronomique, avec des produits incroyables. Et donc, je vous invite vraiment à venir découvrir tout ça. Denis Ambroisi, vous avez sorti plusieurs ouvrages, l'Italie à Paris, la pasta et la vita, le dernier ouvrage, Une table au soleil. Il semblerait que le prochain ouvrage se rapproche d'Ida avec les racines. C'est ça, tout à fait. Et c'est sur la famille et sur l'héritage. Moi, je parle toujours d'héritage, des transmissions. Toutes ces recettes, en fait, moi j'adore, parce que nous tous, on a une maman, une mamie, une femme dans notre famille qui nous a transmis des goûts, des saveurs, une cuisine authentique qu'on aime, la recette les ingrédients de tel plat et tout ça. Et je voulais déjà les transcrire ça dans les livres qui sont juste devant toi. C'est une table au soleil qui est un voyage que j'ai fait en Tunisie avec la chachouka, l'houmous, les attaques qu'on a trouvées. Et aujourd'hui, je voulais vraiment aller chez moi en Calabre, chez les femmes qui m'ont bercé dans mon enfance, et mes tantes que j'ai retrouvées, qui ne savent même pas lire et écrire d'ailleurs. Hein. Je découvre ça. Il y a des sœurs de ma maman, aujourd'hui ils ont 80-85 ans, qui n'ont pas fait d'école et qui ne savent même pas ni lire ni écrire. Donc leur recette, c'est un verre de farine, 3 cuillères à soupe de sucre. J'ai dû retranscrire en fait tout ça, parce que j'ai dû refaire les recettes avec elles, les essayer, les goûter, les peser, les transcrire. Donc c'est très intéressant. Denis Ambroisi, vous parlez de femmes. On vous a vu la semaine dernière avec le chef Yoni Saada pour un partenariat spécial menu fête des mères. Il est disponible toujours jusqu'au 31 mai. C'est un hommage que vous avez rendu aux mamans qui vous inspirent à tous les deux. C'est ça, tout à fait. Moi, c'est ma femme d'ailleurs. C'est la recette avec laquelle j'ai conquis ma femme. Ce sont ces linguinés avec cette tomate confite
Et c'est gambas grillées avec zeste de citron vert et citron caviar. Et Yoni, avec Yoni, on est très copains parce qu'on a fait Top Chef aussi et forcément on a partagé beaucoup de choses. Et dès qu'on a l'occasion, on a fait Taste of Paris d'ailleurs au Grand Palais il y a quelques semaines. Dès qu'on a l'occasion de faire quelques opérations ensemble pour se voir, c'est toujours le bonheur. Alors j'allais vous en parler de ce Taste of Paris pour nos auditeurs. Chaque année, c'est le Grand Palais qui se transforme en temple de la gastronomie pour 4 jours de dégustation avec les chefs du moment, des rencontres aussi avec les producteurs. Vous y étiez, cet événement, en collaboration avec le chef pâtissier Mathieu Mandard, et vous dites qui y était, c'est. Qui n'y était pas ne peut pas comprendre. Complètement. Pourquoi c'est important ce genre d'événement ? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne choisit pas d'être au Grand Palais. C'est le Grand Palais qui choisit si vous pouvez venir ou pas. Et c'est un moment des partages, des convivialités où vous pouvez découvrir les plats des chefs à des prix cassés. J'ai choisi cette chanson. Vous savez pourquoi ? Oui, che cosa fai ? Et ouais. Alors dites-nous ce qu'elle veut dire cette chanson, parce que ce petit mot que je viens de citer à l'antenne, vous l'avez posté avec cette chanson qui Oui, tout à fait. Che cosa fai, c'est j'adore tout ce qui est musique et tout ça, et quand il y a des bons mots comme ça, che cosa fai, c'est qu'est-ce que tu fais, et c'est ce que veut dire la chanson, c'est vraiment la passion que tu peux avoir pour n'importe quel sujet, que ce soit cuisine, gastronomie, musique, danse, et il faut que tu le fasses bien, quoi. Voilà. Je rêvais très sincèrement de venir rien que pour découvrir vos risottis, je crois, à la truffe, oui. Dans la meule de parmesan, ça a l'air assez exceptionnel. Je ressens une fraternité assez incroyable entre chefs, que ce soit entre vous et Yoni Saada, comme vous l'avez évoqué, mais pas seulement, avec aussi Juan Arbelaez et peut-être Grégory Cohen et d'autres, je ne sais pas. Ben, c'est toute la jeune génération, je dirais. Nous, j'ai fait vraiment une séparation avec ça parce que nous, les jeunes chefs, on a ces trucs, c'est plus l'ego comme avant. Pour nous, c'est un groupe, on partage chacun notre savoir-faire, notre cuisine, il n'y a pas de jalousie, on partage les informations, les bons tuyaux, les bons produits, les bons clients, on s'envoie la balle à droite à gauche, et c'est ça en fait, l'entraide fraternelle, je trouve, c'est ce qui vous fait le plus grandir. C'est ça, et on ressent vraiment ce qui est assez unique quand on est dans le même secteur, le même milieu, parce que les restaurants peuvent parfois être en concurrence, bien on sent entre vous au contraire qu'il y a ce main dans la main, j'ai envie de dire, que vous venez d'évoquer. Juste après Ida, dans la foulée, vous avez lancé le bistrot chic Epoca aux accents Belle Époque. Je recommande vos artichauts à la juive. Tout à fait, à la Judia, tout à fait. À la Judia, comme vous dites. Notre plat signature. Voilà, suivi de Malraux, un restaurant ambiance méditerranéenne et cosmopolite, dont je félicite votre cacio et pépé. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut dire que c'est un must sur Paris pour l'avoir testé, puisque vous parliez de mixologie. J'embrasse Linda Benada, qui est plutôt très forte. Complètement. Au cocktail, bar. Bien sûr. Cocktail au bar. 8 ans qu'elle travaille avec nous, cette femme, elle est exceptionnelle. Exceptionnelle, elle mixe très bien, comme vous dites, et je l'embrasse bien sûr très fort. On se connaît très bien. Depuis quelques mois, vous avez repris Ischia, l'ex-restaurant de Cyril Lignac à Paris 15e, tout comme Ida d'ailleurs. Comment s'est fait d'abord ce changement de direction ? Lignac, je l'ai connu grâce à Top Chef. C'était un peu mon parrain, celui-là qui nous a suivis pendant l'émission. J'ai toujours gardé un super relationnel et contact avec lui. Et à la base, alors comme j'avais fini de payer des crédits d'Ida, Epoca et Malraux, je voulais lancer un nouveau business avec ma femme, et on s'était dit on part peut-être en dehors des Paris. C'est pour ça que j'avais sollicité les Kretz sur Netflix sur l'émission. Ah, pour très bien. Bah oui, la famille Kretz, avec l'émission L'Agence. Exactement. Et je passe dans la nouvelle saison sur un épisode dont ils me font la faveur d'aller me chercher un hôtel, une maison d'hôte d'une dizaine de chambres, parce que les rêves de ma femme, c'est ça, c'est avoir une maison d'hôte à la campagne pour être un peu plus en famille, dans les jardins, avoir un beau potager et tout ça. Et au final, je n'arrive pas à trouver cette magnifique maison d'hôte cette année, et du coup je me lance sur un nouveau projet, un nouveau crédit d'Ischia, parce que Lignac qui m'a fait une belle passe avec ces magnifiques établissements. Et ça semble évident que ce soit pour vous, parce que Ischia, c'est une petite ville d'Italie, donc c'est comme si ça avait été un peu destiné. J'ai pu découvrir votre restaurant, je le disais tout à l'heure, dans ce lieu qui est un nouveau chapitre pour vous, même nom, mais une nouvelle carte aussi. Vous avez reconstitué une carte à votre image. Quel est pour vous le must de la maison ? Nous, on fait tout sur place. C'est-à-dire que ce soit i gelati, les glaces, les pâtes fraîches, on produit tout nous-mêmes. Et je trouve que c'est ça aujourd'hui, les 2.0, les faits des ressourcer, de rien acheter et assembler. C'est que
compliqué aujourd'hui, c'est qu'avec l'innovation et avec tout ce qu'on a autour de nous, on peut carrément acheter des plats préparés et finis. Et je trouve que ça manque un peu des personnalités, ça manque un peu des caractères. Et quand on produit tout nous-mêmes de A à Z, on a un goût, on a cette tradition qui est transmise et qu'on ressent aussi dans l'assiette après quand on déguste. Pour ce que j'ai eu le plaisir de goûter, Denis Ambroisi, le ceviche, je crois, de dorade ou de bar, vous me corrigerez si je me trompe. Oui, les deux, j'ai fait les deux, du thon aussi. En fait, on change selon l'arrivage de notre poisson. Cette semaine, ça peut être du bar, demain, ça peut être de la dorade royale, après, ça peut être du thon, des lignes rouges. Donc, à chaque fois, on le marine en carpaccio, en tiradito, en ceviche, comme tu as dit. C'est juste la marinade qui change. Petit must, pizzetta à la truffe, gnocchi de ricotta, pesto de basilic et tartare de thon mariné, puisque vous aimez les gnocchis, je suppose que vous l'adorez. Oui. Il semblerait que le sobuco soit un must, l'ultra fondant en dessert. Quel est le plat le plus demandé ? Les plats les plus demandés, écoutez, c'est toujours les pastas. Hein. Les risottos aussi, ça marche très bien. Et je dirais les pâtes, oui. Les pâtes à la truffe aussi également. Ça, c'est quelque chose que tout le monde apprécie. Restez avec nous, on continue cette émission avec le chef culinaire italien Denis Ambroisi pour son restaurant Ischia et bien d'autres, bien sûr, notamment Ida qui vient de réouvrir. Dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent, mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Un groupe de 10 maires de soldats israéliens qui protestaient depuis l'enceinte de la Knesset, le Parlement israélien, pour qu'un accord de libération des otages soit conclu, a été expulsé de l'enceinte Manu Militari cet après-midi. La distribution de l'aide humanitaire reprend à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Des milliers de Gazaouis sont arrivés dans la localité pour recevoir des colis alimentaires plus tôt dans la journée. Le site est géré par la Fondation humanitaire de Gaza qui annonçait hier soir avoir commencé à opérer dans le territoire palestinien. Les Houthis revendiquent le tir de 2 missiles balistiques en direction d'Israël ce matin. Le premier visait l'aéroport international Ben Gurion de Tel Aviv et le second une cible stratégique à l'est de la ville, selon le porte-parole des rebelles yéménites soutenus par l'Iran. Les 2 projectiles ont été abattus par les forces israéliennes. La procureure de l'État hébreu, Galiba Rav-Miara, juge illégale la désignation du nouveau chef du Shin Bet par le Premier ministre dans une lettre qu'elle lui a aujourd'hui adressée. Pour rappel, Benyamin Netanyahou a désigné jeudi soir le général de division David Zini comme prochain chef du renseignement intérieur israélien. En France, les socialistes votent aujourd'hui une première fois pour choisir leur nouveau premier secrétaire entre le sortant Olivier Faure et ses concurrents Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen, et Boris Vallaud, le chef des députés socialistes. Les 2 candidats dont les noms arriveront en tête seront départagés lors d'un 2e tour la semaine prochaine. Enfin, Jean Tibéry, ancien maire RPR de Paris de 1995 à 2001, est mort à 90 ans. L'édile de la capitale, Anne Hidalgo, salue un Parisien de cœur et d'engagement. Elle annonce que les drapeaux de tous les équipements municipaux seront mis en berne mardi prochain. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec mon invité Denis Ambroisi, mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Jacques Fredge, directeur du Mémorial de la Shoah. 80 ans après la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, nous sommes confrontés à une vague sans précédent d'antisémitisme, de désinformation et de tentatives d'instrumentalisation de l'histoire de la Shoah. Pour développer ces actions pédagogiques et transmettre à toujours plus de jeunes des connaissances historiques sur la Shoah, pour déconstruire les préjugés, pour redonner un sens aux mots contre la haine en ligne, pour former les enseignants, le Mémorial a besoin de votre soutien. 75% de votre don est déductible de votre IFI. Faites un don. Mémorialdelashoah.org. Merci.
Et si Shavuot pouvait nous aider à revitaliser notre démocratie? Dimanche 1er juin, dans les synagogues parisiennes de judaïsme en mouvement, venez célébrer le don de la Torah lors d'une nuit d'études avec les rabbins de judaïsme en mouvement et des philosophes qui questionneront la démocratie et les 10 paroles ou comment un texte ancestral peut reconstruire un dialogue démocratique. Avec François Racheline, Dominique Schnapper ou encore Vincent Payon. Programme et réservation sur judaïsmeenmouvement.org. judaïsmeenmouvement.org. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, le chef culinaire italien Denis Imbroisi pour son restaurant Ischia. J'allais vous poser cette question parce que c'est sur vos réseaux sociaux. Si tout demain devait s'arrêter, Denis Imbroisi, comme on a pu le voir notamment avec le Covid il y a quelques années maintenant, votre dernier souper, ce serait avec qui et pourquoi? C'est que j'ai dit à mes amis, à Juan et Julien, c'est que j'aurais de la volonté plutôt d'ouvrir mon restaurant et l'ouvrir à mes chers clients et amis pour que je le fasse à manger une dernière fois. Vous feriez quoi? Des plats à partager au milieu de la table, plein de belles choses fraîches et colorées, des saisons, des choses qu'on puisse vraiment discuter. Moi, j'adore la table pour ça aussi parce que même s'il y a une fin du monde, je pense qu'il faut se restaurer comme il faut et boire ce qu'il faut pour oublier ou pas, en fait. Et je pense que là, on prend plein de temps été. Moi, j'adore les petits pois hachés, enfin des petits pois, des légumes verts, d'asperges, d'haricots verts. Tout ça, j'aime bien. Tout ce qui est carpaccio, tout ce qui est poisson mariné, du thon à la dorade. J'adore les pâtes fraîches, j'adore les linguine aussi, artichaut, poutargue et citron. Ça, c'est une passion. Et j'aime bien les tiramisu, la recette de la maman. Denis Imbroisi, la recette de la maman, vous l'évoquez notamment à chaque fois avec, je crois, une recette par semaine ou par mois dans une petite séquence avec elle. Sylvana, je crois qu'elle s'appelle. C'est ça, Sylvana, oui. Est-ce qu'il y a, selon vous, un plat potentiel qui pourrait réconcilier le monde? Parce qu'on sait que vous avez un rapport charnel avec la cuisine, on peut le dire comme ça. Mais la cuisine est aussi un peu politique, je dirais. Complètement. Déjà, nous, en Italie, on adore les repas qui sont à rallonge parce qu'en fait, toutes les grandes décisions des familles, que ce soit un changement de travail, la présentation d'un nouveau copain, un divorce, un problème, tout est dit à table, résolu à table. Et les derniers mots chez nous, c'est toujours la maman qui le donne parce que c'est elle qui adoucit un peu tous les angles à la fin du repas. Et pour moi, les plats emblématiques, c'est toujours soit un spaghetti, soit un linguine, soit une pâte longue. Parce que quand on la partage, on a du mal parfois, tu sais, si on prend des dents avec les fourchettes au même moment, on risque de choper en fait la même pâte longue. Et il faut se la partager avec du savoir-faire. Et je pense que c'est ça les plats les plus politiques parce que il faut se regarder dans les yeux et se dire les 4 vérités. Alors il y a une autre question amusante. Quel est le plat pour pécho? Ça c'est beau ça. Celui-là avec lequel j'ai conquis les cœurs de ma femme d'ailleurs. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Tout à fait, oui. Et sinon, moi j'aime bien mettre sous les pastas, si vous faites un plat de pâtes à la maison, un tartare mariné dessus. Par exemple là, le thon rouge en ce moment, ça, c'est très bien avec un zeste et citron vert. Vous faites un beau tartare à ajouter sur vos pâtes à base de, par exemple, citron, artichaut et poutargue, comme on dit tout à l'heure. Vous mettez cette petite quenelle de thon mariné avec quelques feuilles de basilic et le jeu est fait. Ça c'est très très bien vendu. Ça c'est sûr qu'on pécho avec, c'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres projets, un ouvrage? Tout à fait, un nouveau ouvrage qui sort au mois de novembre, juste avant les fêtes, et qui va s'appeler Cucina di Famiglia, cuisine des familles, où vous retrouverez en fait dedans 80 recettes des régions du sud-Italie et du nord d'Italie, des recettes ancestrales que je suis allé chercher chez les dames, chez les mamans, chez elles. Un événement peut-être prévu également, je crois que vous serez au Lyon Street Food Festival. Tout à fait, un mois de juin, c'est la semaine du 24 à 25 juin, c'est 5 jours de folie, un peu comme Taste of Paris, où vous pouvez trouver nos grands classiques. Et c'est ça, voilà, c'est les moments juste avant l'été, avant les vacances qu'il faut profiter pour aller manger. Attention quand même, parce qu'il y a l'épreuve maillot bientôt, mais moi j'ai fait attention. Denis Imbroisi, est-ce que vous aimez le théâtre? J'adore le théâtre, bien sûr que oui. J'adore y aller avec ma femme d'ailleurs. On y va un peu moins depuis qu'on a la petite Joy qui est avec nous, mais non, c'est quelque chose, c'est un rendez-vous qui est incroyable. Oui. On va essayer alors de vous emmener au théâtre pour peut-être un remake, je ne sais pas, des Aristochats. On va en parler dans un instant. Peut-être d'un autre dessin animé, tout droit avec Hélène Kittner.
Au théâtre. Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle, bonjour Denis, bonjour à toutes et à tous. Alors on va essayer de parler de théâtre parce que là, on parle de nourriture. On est totalement... voilà, avec Sarah, on est ailleurs. Cyrielle m'a volé la question, mais vous avez répondu, cher Denis, parce qu'en Italie... Oui, je vois. Mais c'est extraordinaire, voilà. On est sur la même patte longue toutes les deux. C'est vrai. Complètement. Vous êtes en Italie le digne représentant et la vie, effectivement, en Italie est un théâtre permanent. C'est pour ça que j'adore ce pays. Dans le domaine de la gastronomie, la saveur des plats doit au moins égaler la beauté des mots. D'ailleurs, un bon spectacle de théâtre ou de musical ressemble à une bonne recette. Il faut de bons ingrédients, le texte, les acteurs et une bonne mise en scène, une réalisation scénique, des images, des émotions qui doivent conjuguer tous les aspects du spectacle pour que la pièce fasse une bonne recette aussi financière et qu'elle plaise au public. Au théâtre et en cuisine, cher Denis, les termes sont souvent les mêmes et la beauté de l'art vivant s'apparente souvent à une recette, je l'ai dit. Et donc Colette, c'est une écrivaine française, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une très très grande écrivaine qu'on redécouvre bien aujourd'hui, qui est aussi une artiste de scène et de cabaret du début du XXe siècle et qui est l'auteur des Claudines, de Sido et du Blé en herbe, et c'était une romancière gourmande et gastronome. Elle aimait boire, manger, et comme elle avait grandi à la campagne, elle préférait la cuisine du terroir et les spécialités de sa Bourgogne. Elle gardait un souvenir émerveillé des tartines de son enfance que l'on coupait dans la tourte de pain frais et que l'on couvrait de haricots rouges très épais. Son vrai luxe, une tranche de tourte de pain, du beurre frais et un bon morceau de fromage. D'ailleurs, et ça c'est vrai, à 5 ans, un camembert lui aurait sauvé la vie. Parce que le médecin l'a mis à la diète, elle a mangé un camembert entier, et voilà, elle revient à la vie. Je voulais vous parler d'un spectacle qui s'appelle Dialogue de bêtes. Donc ces dialogues de bêtes qui sont écrits en 1905, qui sont joués en ce moment au Poche Montparnasse. Elle décide de faire parler ses compagnons de toujours, les animaux. Elle était entourée d'animaux. Il y a Toby Chien, un bulldog français, et Kiki la Doucette, un chat. Alors sur les nombreuses photos de Colette que vous irez voir tout à l'heure, elle est considérée donc, elle est toujours entourée d'animaux et souvent de ses chats. D'ailleurs, elle avait un visage un peu félin. Et dans ces dialogues formidables de poésie et de drôlerie, les animaux révèlent aussi, comme La Fontaine, leur maître, Colette et son mari Willy, ainsi que nous-mêmes. Ils s'aiment, ils se disputent, ils se jalousent, ils se chamaillent et surtout, ils ont faim. Faim de nourriture, faim d'attention et d'affection. Alors comment ces dialogues sont mis en scène, Hélène Kuttner, et est-ce que le chien et le chat sont incarnés sur le plateau ? Absolument, c'est une talentueuse comédienne qui s'appelle Lara Suyeux, qui a décidé d'adapter ces dialogues pour le théâtre et les interpréter. Elle est toute seule. Elle a fait appel à Elisabeth Chailloux pour la mettre en scène au théâtre du Poche Montparnasse, ainsi qu'à un dessinateur, aquarelliste, qui s'appelle Cyril Mélière et qui dessine des aquarelles projetées sur un écran en même temps que l'actrice fait le chien et le chat. Et c'est un véritable conte en images et en paroles, incarné totalement par cette comédienne. Alors, le chien, donc il s'appelle le crapaud carré, d'après Colette, le saucisson à pattes, elle l'appelle, avec sa gueule d'assassin sentimental, qui est Toby le chien, le bulldog, et le chat, altier, gracieux, impérial comme Cléopâtre, qui fait l'intello, sans arrêt, ne cesse de réclamer amour, tendresse et nourriture. Et en fait, ils sont sans cesse affamés, ruent dans la cuisine, font la tête quand on les laisse dans un coin. Chez Colette, l'amour, les mots agissent comme une vraie nourriture. Mais dans cette grande maison que le chat et le chien cohabitent, la cuisine est bien la pièce centrale qui laisse échapper un fumet odorant, comme chez vos tantes et vos grands-mères. Lara Suyeux, en col de fourrure, bottines rétro, se métamorphose successivement en chien et en chat. Elle est drôle, cocasse, poétique, à tel point que on ne sait plus s'il s'agit d'un animal ou d'un humain. Cyril Meyer, l'aquarelliste, dessine à la vitesse du vent, rapidement, et c'est très beau. On voyage, on s'arrête dans un village, on décide de pique-niquer. Tiens, on étend une nappe sur l'herbe, mais le chat est toujours enfermé dans un panier d'osier. Évidemment, il a faim. Le chien le nargue, car il a déjà englouti un morceau de poulet. Le chat crie, miaule. On l'a oublié comme un intrus qui n'a pas les mêmes droits que les autres. Une autre fois, Toby Chien et Kiki la Doucette sont punis par Colette et Willy, son mari. Ils se sont disputés. Ils ont renversé un précieux vase en porcelaine. Ils sont privés de repas. La cuisinière sert un fabuleux gigot. De la cuisine s'échappent des vapeurs assassines. C'est un drame. Ils vont mourir d'inanition. Mais Colette, leur maîtresse de cœur, vient à leur secours, leur pardonne et leur ouvre la cuisine. Ils auront droit à des mets partagés et à des
caresse consolante. Le spectacle est un petit bijou de littérature et de théâtre, incarné avec un grand talent, avec une comédienne qui se métamorphose. On la regarde comme on verrait notre propre miroir. Toby Chien et Kiki la Doucette, c'est nous-mêmes, les meilleurs amis de Colette, qui elle-même luttera sans fin F-I-N, pour sa propre liberté d'artiste et de femme. Bravo Hélène Kuttner, dialogue J'adore. de bête au Poche Montparnasse, ça donne Merci. très envie. Hein. Grazie. On imagine tout, on imagine les Aristochats, la Belle et le Clochard. Forcément, ça donne très envie d'aller voir ce qui s'y passe. C'est au Poche Montparnasse jusqu'au 30 juin. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Avec plaisir. Tout de suite, c'est la suite de cette émission avec le billet du jour de Sarah Elbaz. Le billet du jour. Bonjour Sarah. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous et buongiorno Denis. Ciao, buongiorno, bella, come stai? Alors aujourd'hui dans notre émission, on reçoit un homme qui a su marier la gastronomie italienne avec la bise parisienne. Denis Imbroisi, mesdames et messieurs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Denis Imbroisi, déjà, honte à vous, sortez de cette émission. Mais revenez vite parce que si je commence déjà à faire fuir l'audimat pour ma première chronique, je vais sûrement finir à la plonge d'un de vos restos, Denis. Et aussi parce que ce monsieur n'est pas juste un chef, c'est le chef qui vous fait aimer les pâtes sans culpabiliser. Et vous avez réalisé un vrai miracle culinaire, Denis. Servir une carbonara sans crème en plein Paris et en ressortir vivant. Et moi, je vous comprends, Denis, parce que ma che cosa, la crème dans la carbonara, ce n'est pas une recette, ça. C'est un crime. Et toujours petit rappel, la carbonara côté cache-route, c'est pas du tout cacha-friendly. Mais heureusement, chez vous, Denis, il y a aussi de quoi régaler tout le monde sans souci. Des plats veggie, généreux, pleins de soleil et de saison. Et là, on respire, on savoure et on est pardonné, hein, enfin presque. Alors, Denis, vous êtes un peu le Casanova du cacio e pepe, le Leonardo da Vinci du tiramisu. Un homme qui te regarde droit dans les yeux en te disant « Non, je ne cuisine pas, je fais danser les ingrédients. » Denis, vous êtes l'homme qui murmurait à l'oreille des burrata. C'est ça. Et quand tu vois ces assiettes, je comprends que toi, en fait, t'avais juste une relation toxique avec les raviolis en boîte. Alors, Denis Imbroisi, vous vous êtes fait connaître en Top Chef en 2012. Cette époque où, quant à moi, je faisais des fondants au chocolat au micro-ondes qui me servaient de système d'autodéfense. Tellement à la fin, le gâteau était dur, mais soit, chacun ses prouesses culinaires. Et comme l'a si bien expliqué Cyrielle, vous avez travaillé pour les plus grands. Et surtout, en janvier dernier, vous avez repris Ischia, l'ancien restaurant de Cyrignac dans le 15e. Eh bien, Denis, on dirait bien que vous collectionnez les restaurants comme d'autres collectionnent les cartes de fidélité. Et chez Ischia, vous proposez une cuisine napolitaine, moderne, généreuse, qui donne envie de dire mamma mia, même quand on est alsacien. Et attention, notitia bomba, oui, ça veut dire scoop de folie. J'ai fait LV3 italien en terminale, laissez-moi briller un peu, Denis. Donc, comme je disais, gros scoop, du coup, qui n'en est plus un. En ce moment, vous êtes aussi en collaboration avec le chef Yoni Saada et Deliveroo. À l'occasion de la fête des mères, vous avez chacun imaginé un plat hommage aux femmes de vos vies. Denis, vous avez sorti l'artillerie romantique. Linguine à la bisque de crustacés, gamberoni à la plancha, citron, caviar. Bref, un plat de séduction massive, celui que vous avez cuisiné pour conquérir votre femme. Spoiler, elle a dit oui. Spoiler 2, c'est toujours pas caché. Donc merci de ne pas me mettre en conflit avec le service clientèle céleste, s'il vous plaît. Et de son côté, Yoni Saada a revisité les boulettes de sa grand-mère dans un hot dog façon shakshuka. Un duo de chefs, de recettes pleines d'humour, de quoi raviver nos cœurs et nos papilles. Alors accrochez vos serviettes, sortez vos fourchettes. Chef Imbroisi est avec nous aujourd'hui. Et il va peut-être réussir à faire ce que personne n'a fait avant lui, nous faire aimer les légumes. Oui, parce qu'avec vous, chef, même un chou de Bruxelles devient sympathique. C'est ça la magie de Denis Imbroisi, une cuisine généreuse, une belle énergie et un accent qui transforme une simple assiette en voyage. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Grazie mille. Et merci à vous, Sarah, pour cette première chronique. En effet, tout à fait aussi sympathique. Merci beaucoup. Sarah. On se dit à très vite sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, c'est l'introspection. L'introspection. Denis Imbroisi, Oscar Wilde a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout, et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. Je sens que la musique est émouvante pour vous. Allons-y maintenant avec une première phrase. Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité. Est-ce que cela vous parle ? Ah ben, complètement. Complètement parce qu'à chaque fois, depuis que je suis petit, j'imagine à chaque fois que je vais me coucher, c'est que je dois projeter demain, la semaine prochaine, les mois prochains. Et je pense que c'est la meilleure occasion pour fixer vos rêves et pour les rendre réalité pendant la nuit et aussi pendant les jours à venir. En fait, c'est une façon de câbler ton cerveau à réussir ce que tu veux le plus au monde.
Quand on veut, on peut. Et quand on peut, on doit. Ah ben ça aussi pareil, ça fait partie de mes credos. Tu les as trouvés où toutes ces phrases? C'est magnifique. On dirait mes 10 commandements. C'est vrai, c'est vos 10 commandements? Ouais, c'est top. Vous avez déjà fait un Shabbat? Si, alors il faut savoir que j'ai mon fratello Ren Marco d'Autre Beauty pour qui Très connaît. bien, j'ai rendez-vous chez lui. Ah Je ben, rigole. magnifique. Ben écoute, c'est pourquoi pas. C'est le parrain de ma fille en plus. Donc, tu vois, Waouh, oui, très oui. bien. Et non, j'y vais tout le temps, au minimum une fois par mois, je fais Shabbat chez lui. Waouh, Ouais. il vous fait des bons plats. Ah ben, tout, Parce que mais lui aussi, Karine- il aime les Karine, légumes sa de femme, saison, elle il est- aime tout ça. Elle cuisine très très bien. Non, au contraire. Et d'ailleurs, je les embrasse et chaleureusement, quoi. Et on les embrasse aussi. Une autre question. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Ah ben ça pareil, je pense que les problèmes, c'est les autres qui les font. Par contre, ce que je dis toujours aussi, c'est que à chaque problème, on a une solution, et si on ne la trouve pas, c'est que le problème, c'est nous-mêmes. Waouh, très belle phrase. Est-ce qu'il y a une phrase, une philosophie de vie, mis à part celle-ci, qui vous accompagne au quotidien? Ah ben, moi, je dis toujours qu'il faut croire. Croire en nous, croire en quelque chose, bien évidemment, mais surtout croire en nos capacités. Ne Merci. jamais douter. Merci beaucoup, Denis Ambroisi. Tout de suite, je vous l'avais dit, il y a une séquence de fin dans cette émission, et c'est votre portrait en direct sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Et oui, comme toujours à la fin de cette émission, on débriefe ces minutes que nous avons passées ensemble avec vous, Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Denis. Ciao bello. Alors aujourd'hui, je vous propose un voyage gustatif, mais surtout psychologique. Pour vous, Denis, un chef, on va lever le couvercle de votre personnalité italienne. Alors attachez vos serviettes, on passe à table pour un menu 100% psycho, façon Ischia. Attention, j'adore ça. En antipasti, on choisit des arancini à la truffe noire. Parce que vous êtes un enfant du Sud, qui garde le cœur tendre. Un fondant sous une coque croustillante. Un enfant de Calabre, élevé à l'arôme de l'huile d'olive. Un enfant solaire, qui aime la lumière. Un noyau de famille, avec un père restaurateur, qui vous a donné une éducation dure, militaire. Mais une maman, qui vous a donné tout l'amour du monde. Et puis ça a créé un attachement à la vie, à la cuisine, au goût du bon, ou au bon du goût. Au beau, à l'esthétisme et à l'authenticité. Cette transmission, cet héritage que vous avez reçu et que vous nous redonnez dans vos plats. Ensuite, on passera à une burrata. Une burrata parce que c'est la générosité, à cœur ouvert. Parce qu'une burrata, quand on la coupe, ça déborde. Et puis sous sa carapace, il y a un chef ambitieux. Un chef qui donne, qui partage, qui réconforte. Cette cuisine de famille, d'amitié, d'amour. La recherche d'émotions dans l'assiette. Un plat qui vous serre le cœur, qui puise dans l'intime de vos souvenirs et de vos émotions, tout en générosité. Et puis, pour le plat, on choisit un risotto aux asperges. Pas mal ça. Parce que c'est un parcours crémeux, mais jamais tiède. Un risotto, c'est l'art de la patience. C'est un parcours qui est cuit à point. Ni brûlé par l'ego, ni trop cuit par la pression extérieure. Vous absorbez les influences sans se diluer. Et puis la constance. Le grain, c'est important. Ça fait un risotto bien travaillé. Wow. Et puis il y a de la créativité, de l'audace, un plat qui est réconfortant. Et puis on finit toujours par une dolce. Alors, je choisis le tiramisu, c'est rifrendo. Un petit grain de folie avec ce tiramisu revisité. Parce qu'il faut de la folie pour revisiter le restaurant Ischia. Il fallait oser dans cette tradition et dans cette créativité. Ça montre en vous une pulsion de vie, se sortir des sentiers battus, toujours avancer, comme vous m'avez dit, se réveiller chaque matin et se projeter, se dire « qu'est-ce que je veux ?» Avancer. Alors on voit dans ce portrait un sage, un philosophe, un homme d'équilibre, patient, qui est stratégique, avec de l'intuition. Un Italien dirait un Marc Aurèle de la cuisine. Waouh. J'adore. Mais il y a aussi un chef gladiator. Il rentre dans l'arène des fourneaux. Il affronte la critique, il fait briller la tour Eiffel. Il manie la poêle comme l'épée et se bat pour le goût. Certains pourraient dire « nous c'est le goût ».
Mais vous nous dites una storia d'amore. Una storia d'amore. Très beau, merci Bravo. beaucoup. Waouh, merci beaucoup Christian Etienne Incroyable. pour ce très joli portrait comme toutes les semaines évidemment sur l'antenne de Radio J. On va garder ce style, hein. C'est vraiment magnifique, entrée plat dessert, Oui. super. Merci beaucoup. Évidemment, on se dit à demain sur l'antenne de Radio J parce qu'on a rendez-vous demain. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. On va découvrir la chanson que vous aimez sur l'antenne de Radio J, c'est obligé parce que je l'ai trouvée merveilleuse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Grazie Denis mille. Ambroisi. Merci beaucoup. Un mot de la fin qui vous revient. Un mot de la fin, partager. Partager n'importe quoi. Un moment, un plat, une entrée, un savoir-faire, une musique, un peu d'amour. Je trouve qu'on ne partage pas assez d'amour et de bienveillance. Donc, partager. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Et nous, on va venir partager tout ce que vous venez d'évoquer dans votre restaurant Ischia, ou bien Ida, ou bien Epoca, ou bien Malraux, pour se faire le plaisir de goûter tous vos mets. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. On va découvrir cette chanteuse qui s'appelle comment déjà ? C'est une bonne question, je ne sais pas. Alors c'est Cosa Fai de C'est Feder, Cosa Fai, qui Feder, s'appelle oui. Feder et qui plutôt c'est un chanteur vraiment. Les DJ, c'est Feder, la Feder. chanteuse, je ne sais pas comment Il y elle a un s'appelle. petit air en tout cas de Célassou. Je ne serais pas Ouais. étonnée que ce soit elle qui chante. Merci beaucoup à Raphaël Sebag pour l'aide à la préparation de cette émission. À la réalisation aujourd'hui, Benjamin Arnaud. On se donne bien évidemment rendez-vous demain dès 15h avec mon invité Anne Lenen pour son spectacle. On va tous être d'accord ou pas au Théâtre Le Pic. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Merci beaucoup Sarah Elbaz pour cette première sur l'antenne de Radio J et Hélène Kuttner évidemment, Madame Théâtre le mardi. Tout de suite, ce sera le journal après une belle écoute sur Radio J. À demain.